Le 18 avril 1942, 80 jeunes aviateurs américains s'apprêtent à embarquer pour leur première mission de combat. Ce pourrait aussi être leur dernière. Les avions qu'ils pilotent n'ont jamais été conçus pour décoller d'un porte-avions, mais c'est ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ils ont assez de carburant pour atteindre leur cible, des sites militaires et industriels à Tokyo et dans 5 autres villes japonaises, mais guère plus loin. Et même s'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à rejoindre la Chine et une relative sécurité, personne ne sait qu'ils arrivent. Des décennies plus tard, les enfants de ces aviateurs ont visité la Chine pour littéralement marcher sur les traces de leur père. Mais cette mission est-elle perçue en Chine comme héroïque ou mal avisée ? Quel genre d'accueil recevront-ils à une époque où les relations entre l'Amérique et la Chine sont mauvaises, très mauvaises ? Un événement historique, 2 histoires différentes. Que s'est-il vraiment passé ? L'océan Pacifique, vaste et magnifique, apparemment sans fin. En 1941, des millions d'Américains espéraient que cette immensité les protégerait d'une guerre qui faisait rage en Asie depuis plus de 10 ans. Ils avaient tort. 1 an plus tôt, David Thatcher, un garçon de ferme du Montana, avait décidé que son avenir était dans l'armée de l'air américaine. Lorsqu'il était enfant, il a vu un avion voler au-dessus de cette ferme aride. Et à partir de ce moment-là, mon père a été tout simplement fasciné par le concept du vol, et il a toujours voulu voler, alors l'armée de l'air était juste une extension logique de cela. Comme beaucoup d'autres enfants grandissant dans le Chicago de l'ère de la dépression, Charles Ozuck était le fils d'immigrants. Il a rejoint l'armée de l'air pour des raisons très pratiques. Je pense qu'il y a 2 raisons qui se croisent pour expliquer pourquoi il a rejoint l'armée de l'air. L'une était qu'il venait de traverser la dépression, sa famille avait 6 enfants, il était très déterminé à aider sa mère, donc rejoindre l'armée de l'air lui donnerait 3 repas par jour et il pourrait envoyer de l'argent à sa mère. Et je pense aussi que les gens savaient que la guerre se profilait à l'horizon, donc ils voulaient être préparés à cela. Et une Amérique non préparée allait entrer en guerre. 80 jeunes aviateurs allaient être appelés à changer cela. Le défi est de voir au-delà des vieilles images en noir et blanc pour découvrir les individus qui ont réellement vécu ces histoires. Qui de mieux pour les raconter que leurs enfants, ainsi que les enfants et petits-enfants de parfaits inconnus qui les ont secourus, des gens ordinaires qui ne se considéraient pas comme des héros. Non, mon père ne dirait jamais, il ne se qualifierait jamais de héros. Il pensait que les Américains, les pilotes qu'il a aidés, c'étaient eux les héros. Il se considérait simplement comme une personne ordinaire qui a fait ce que n'importe quel Chinois aurait fait dans la même situation. À partir de 1931, le Japon a commencé à occuper une portion toujours croissante de la Chine. À la mi-1941, 7 millions de Chinois étaient déjà morts. Le chef de la Chine était le général Chiang Kai-shek. Des étudiants chinois se sont mobilisés pour l'exhorter à combattre ceux qui avaient envahi leur patrie. L'un d'eux s'appelait Tongshan-li. Il y avait des délégations d'étudiants qui se réunissaient pour essayer de rencontrer Chiang Kai-shek ou des membres du gouvernement afin de le persuader de mener la guerre plus énergiquement. Apparemment, mon père était le chef de l'une de ces délégations étudiantes et il a rencontré Chiang Kai-shek et certains de ses conseillers à un moment donné et leur a présenté une épée et a essayé de leur demander d'en faire plus pour combattre les Japonais. Le président américain Franklin Roosevelt présidait à rien d'autre qu'à la défaite dans les mois qui ont suivi Pearl Harbor. Défaite et humiliation, comme à Wake Island, un avant-poste pacifique désolé. Bingham à l'appareil, j'ai un message pour le président des États-Unis. Face à la supériorité, nous avons été obligés d'abandonner l'île de Wake. Depuis notre capture, nous avons été bien traités et je souhaite remercier le peuple de la nation japonaise pour sa considération. Et Roosevelt savait qu'il faudrait une grande partie de 1942 pour enrôler et former de nouvelles troupes, construire plus de cuirassés, plus de bombardiers, plus de balles, plus de fusils. Et il savait que le nationalisme initial qui avait éclaté à la suite de l'attaque de Pearl Harbor serait de courte durée et il devait gagner du temps. C'était vraiment la genèse de la raison pour laquelle il a fait pression sur ses hauts responsables militaires pour attaquer Tokyo. Le commandant en chef de l'Amérique avait donné un ordre, bombarder Tokyo. Tom Griffin, un navigateur dans l'armée de l'air américaine, avait déjà prouvé qu'il était prêt pour les missions les plus difficiles.
Il était boxeur à l'université, avait une assez bonne carrière jusqu'au jour où je pense qu'il revenait à l'université, il a eu un terrible accident et s'est cassé les 2 chevilles. Il était encore à l'université et la première pensée était qu'il n'allait plus marcher correctement et il a dit « Au diable cette idée !» À l'université de l'Arizona, un endroit où les aspirants ingénieurs des mines étudiaient, Herbert Massia était membre de l'équipe de football de l'école. Il était donc là à l'université de l'Arizona, c'était une université à concession de terre d'ailleurs, et donc il a suivi 2 ans de ROTC, mais il était célèbre ou tristement célèbre pour être le pire cadet connu, parce qu'encore une fois, il n'était intéressé que par le fait de devenir ingénieur des mines. Mais un jour au printemps 1939, ses frères de fraternité ont dit que les recruteurs de l'armée de l'air étaient sur le campus et qu'ils faisaient passer des examens physiques aux gens pour une éventuelle entrée dans l'armée de l'air en tant que cadet. Donc ce groupe de frères de la fraternité Kappa va tous passer l'examen physique et le seul gars qui réussit est Herb Massia. Il serait impossible pour les avions de la marine de bombarder Tokyo. S'approcher suffisamment du Japon pour les lancer entraînerait la destruction des seuls porte-avions américains dans le Pacifique. Des bombardiers terrestres de l'armée à plus longue portée pourraient-ils être lancés depuis un porte-avions ? Une légende de l'aviation de 40 ans, officier de réserve de l'armée récemment rappelé, nommé James A. Jimmy Doolittle, a été chargé de le découvrir. Mais Doolittle était, oui, il était plus qu'un simple pilote. Je veux dire, c'était un visionnaire de l'aéronautique, si vous voulez. Il a obtenu une maîtrise et un doctorat du MIT. Il était aussi, pendant cette première ère de l'aviation, l'un des rares pilotes qui testaient les limites de ce que les avions pouvaient faire. Doolittle, ayant reçu le grade de lieutenant-colonel, a déterminé qu'un seul avion pouvait effectuer cette mission. Un avion relativement nouveau, appelé le bombardier B-25 Mitchell. Il n'y avait pas beaucoup de pilotes qui pouvaient piloter un B-25. Bill Bower le pouvait. En juin ou juillet 1941, ils ont introduit le nouvel avion B-25. Et papa, parce qu'il était un pilote expérimenté et que son escadron avait le plus d'expérience avec les avions bimoteurs, ils ont obtenu le B-25. Donc pour le reste de cette année, 1941, il s'entraînait sur son B-25. Et Glenfield, dans le nord de la Floride, était à des kilomètres de tout et de tout le monde. L'endroit parfait pour préparer de jeunes équipages aériens entièrement volontaires à une mission top secrète. Et Doolittle a commencé à planifier le raid et a réalisé qu'ils avaient besoin de B-25 et a également réalisé que les équipages les mieux entraînés étaient ça là-bas à Pendleton, là-bas à Washington. Donc il les a tous fait envoyer en Caroline du Sud et il leur a parlé, leur a dit que c'était très dangereux, qu'ils seraient hors du pays, que c'était top secret, que n'importe qui pouvait se retirer à tout moment après s'être porté volontaire. Ils se sont tous levés et ont dit « Allons-y ». Et ils sont descendus à Fort Walton Beach et Eglin Field. Donc pour les entraîner, ils ont fait venir un pilote de chasse de la marine qui a travaillé avec eux à la base aérienne d'Eglin pour essayer d'apprendre à ces pilotes de l'armée comment pouvoir décoller du pont d'un porte-avions. Et c'était un entraînement assez intensif, comme vous pouvez l'imaginer. Et tous n'ont pas réussi. Ils ont passé environ 4 semaines, la majeure partie de 4 semaines, à s'entraîner sur la façon de faire des décollages, sur terrain court et comment faire de la navigation céleste au-dessus de l'eau. Et aussi, le plus important, comment voler au ras des arbres pendant de longues périodes à 160 miles par heure, ce qui était probablement la vitesse de décrochage pour cet avion. Fin mars 1942, les équipages ont reçu l'ordre de se rendre sur la côte ouest, et en chemin, on leur a dit de voler aussi bas que possible. C'est ainsi que Doolittle espérait que ses pilotes pourraient éviter d'être détectés en volant vers, depuis et au-dessus du Japon. Donc ils ont passé les jours suivants à sauter de haie en haie à travers les États-Unis, et mon père avait des histoires assez drôles à raconter. Ils étaient si près du sol parfois qu'ils frôlaient des automobiles et les gens sautaient de leur voiture, en panique. Mais de toute façon, le 1er avril, ils sont finalement arrivés à San Francisco et ils ont volé sous le pont d'Oakland. Le plus récent porte-avions américain, l'USS Hornet, emmènerait les équipages aériens à environ 450 miles du Japon. Les cibles assignées aux Raiders comprenaient des aciéries et des usines ainsi que des installations militaires.
Certaines étaient à Tokyo, d'autres dans les villes de Kobe, Nagoya, Osaka, Yokohama et Yokosuka. Même si les bombardiers pouvaient décoller avec succès du Hornet, ils ne pouvaient pas y atterrir. Des mois plus tôt, l'armée chinoise avait construit des terrains d'atterrissage dans l'est de la Chine. Le plan prévoyait que les avions américains arrivent, soient rapidement ravitaillés en carburant, puis s'envolent vers la capitale de guerre de la Chine en 1942, appelée Chongqing, dans l'ouest lointain de la Chine. Mais Chiang Kai-shek, le chef de la Chine, pensait que c'était une terrible idée. Il craignait de sanglantes représailles de la part de l'armée japonaise. Le 2 avril 1942, le Hornet et ses escortes ont commencé leur voyage, rejoints par un deuxième groupe de porte-avions. Ce qui s'appelait maintenant la Force opérationnelle 16 a navigué vers l'ouest à travers les mers orageuses et traîtresses du Pacifique Nord. À ce stade, les aviateurs avaient un nom officieux. Ils étaient les Raiders de Doolittle. Papa a toujours soutenu que lorsque les gars de la marine les ont autorisés à participer à leur partie de poker, ils ont nettoyé les gardes de l'armée de l'air et il a dit « Nous avons tous décollé complètement fauchés ». Non pas que nous ayons eu besoin de quoi que ce soit, mais il a dit « Je n'ai pas gagné un sou, j'étais complètement fauché et tout le monde l'était aussi quand nous avons décollé ». Donc en chemin, cette scène emblématique a été filmée. Jimmy Doolittle attachant plusieurs médailles japonaises, décernées des années plus tôt au personnel de la marine américaine à une bombe de 500 livres, les renvoyant au Japon. Or, le problème était que le matin du 18 avril, les porte-avions étaient encore à environ 1000 miles du Japon lorsqu'ils ont été interceptés par des bateaux de patrouille japonais. Ces bateaux de patrouille étaient un système d'alerte précoce, un fil-piège si vous voulez, que les Japonais avaient mis en place pour les alerter au cas où des Américains se faufilaient dans leurs eaux pour une attaque. La force opérationnelle 16 a repéré un bateau de patrouille à peu près au même moment où il les a repérés. Le petit navire a finalement été coulé. Pourtant, on a supposé que l'amiral Isoroku Yamamoto et le haut commandement naval japonais avaient été avertis. Bien sûr, la découverte de Doolittle et de ses hommes mettait toute la mission en danger. Que devaient-ils faire à ce moment-là? Au moment où, ce matin-là, à l'aube, au moment où ils décidaient de décoller, ils étaient encore à environ 800 miles de Tokyo. À 800 miles, il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent décoller, bombarder le Japon et encore pouvoir arriver en Chine. Décoller à ce moment-là était essentiellement une mission suicide. Ils sont au milieu du Pacifique, il y a de la tempête, il pleut, la houle dans l'océan est d'environ 10 à 15 pieds, avec certaines houles atteignant 30 pieds. Ils ont en fait vu de l'eau verte passer par-dessus le pont d'envol, alors qu'ils se préparaient à partir ce matin-là. Ils décollaient toutes les 3 minutes environ, mer très agitée, le pont tanguait violemment, mais je pense qu'ils aversaient quelque chose comme un vent de face combiné, à la fois le vent naturel et la vitesse du navire. Ils aversaient quelque chose comme un vent de face de 65 miles par heure. C'est donc l'une des principales raisons pour lesquelles tous les avions ont décollé avec beaucoup de succès. Ceci est le dernier film survivant des Raiders de Doolittle. Cependant, en utilisant des images contemporaines et d'époque, ainsi que des images fixes, il est possible d'approximer visuellement ce que les Raiders et leurs sauveteurs ont vécu. En route vers Tokyo, j'ai demandé à Gray, notre pilote, de faire quelques manœuvres de double dérive avec l'avion afin de nous permettre de déterminer les directions et la vélocité du vent. Nous avons capté des stations de radio sur notre compas radio. L'aiguille du compas indiquait que nous étions sur la bonne route. Donc vous pouvez donner aux stations de radio japonaises un coup de main pour nous guider. Finalement, l'essence a été vidée de nos réservoirs de secours et tout le monde s'est rassemblé pour fumer. Peu après, le sergent Bitter a crié « Terre en vue !» Et effectivement, c'était là. Nous avons tous immédiatement tout préparé pour l'action. Armes vérifiées, interphone, dernière cigarette et un sandwich. Les Raiders sont arrivés à divers endroits le long de la côte est du Japon, ce qui n'est pas surprenant étant donné leur équipement de navigation relativement rudimentaire. Les premiers équipages aériens américains se demandaient pourquoi il n'y avait pas de tir anti-aérien. Où étaient les avions de chasse japonais? L'amiral Yamamoto croyait pouvoir rassembler une force de défense crédible. Il était prêt pour l'arrivée des Américains le dimanche 19 avril.
mais ils arriveraient le samedi 18 avril à la place. Les équipages à bord des bateaux de patrouille japonais, certains capturés plus tard, n'ont pas réalisé ou n'ont pas communiqué que le Hornet transportait des bombardiers terrestres à plus longue portée. Doolittle pouvait lancer immédiatement loin de la côte japonaise. À Tokyo et ailleurs, cela semblait être un samedi typique. Il est important de se rappeler aussi que Tokyo était, vous savez, vraiment l'une des plus grandes villes du monde. C'est une ville incroyablement dense également. Donc vous savez, des arsenaux juste à côté d'écoles, juste à côté de complexes d'appartements, juste à côté d'usines. Et tout est simplement entassé là-dedans. Et quand vous regardez ça d'en haut à 250, 300 miles par heure, vous voyez juste une mer de toit. Donc arriver lors de votre première mission de combat au-dessus d'une ville incroyablement dense comme celle-là est une chose vraiment difficile pour ces jeunes aviateurs inexpérimentés. Leur cible était l'usine des chantiers navals Nippon et ils ont pu la localiser. Et quand ils sont arrivés au-dessus de la cible, ils ont fait monter l'avion à environ 14 ou 15 000 pieds. Puis ont largué 4 bombes. 3 d'entre elles étaient des bombes de 500 livres et la 4e avait 127 grappes incendiaires dessus. Et dès qu'elle a été larguée, les grappes se sont répandues partout. Et une fois qu'elles ont touché le sol, elles ont déclenché de petits incendies dans tout Tokyo. L'équipage 14 a vu un match de baseball en cours alors qu'ils approchaient de leur première cible, une caserne militaire à Nagoya. Mon père, dans son interview immédiate à Chongqing, a dit qu'il était extrêmement difficile de repérer les cibles. Les cartes qu'ils avaient reçues étaient trop petites, à trop grande échelle, je suppose, et ne leur permettaient pas de localiser les cibles très facilement. Mais la première cible était un complexe de casernes autour du château de Nagoya, et le château de Nagoya était une structure ancienne, et était assez visible. C'était un bâtiment élevé, donc ils ont largué leur première bombe, là sur les casernes. Ils sont immédiatement tombés sur leur deuxième cible, qui était un entrepôt de stockage de pétrole. Ils l'ont touché, ils ont ensuite dû ajuster légèrement leur cap vers la gauche et ils ont touché leur troisième cible, qui était l'arsenal. Et puis ils ont dû virer à droite à nouveau et parcourir une assez longue distance jusqu'à la baie de Nagoya et ils ont touché l'usine d'avions Mitsubishi. Juste une bombe sur chacune et ils ont touché toutes leurs cibles. Le tir anti-aérien que les Raiders ont rencontré était inefficace. Tous les avions de chasse ont été chassés. Pas un seul avion américain n'a été perdu. 15 des équipages de bombardiers étaient en route vers le sud puis vers l'ouest vers la Chine. Mais l'équipage 8 était si à court de carburant que leur seule chance de survie était de voler vers le nord, contre les ordres, vers l'Union soviétique. En atterrissant sur une base aérienne soviétique, ils seraient internés pendant 13 mois. Les autres équipages étaient également à court de carburant. À bien des égards, c'est un miracle, du moins c'est ce que beaucoup de raiders ont dit à l'époque. Après avoir bombardé le Japon et alors qu'ils volaient vers la Chine, la plupart d'entre eux n'avaient aucune attente de pouvoir arriver jusqu'au continent. En fait, Jimmy Doolittle avait dit à son équipage qu'ils allaient essayer d'amérir quelque part à côté peut-être d'un bateau de pêche, ou quelque chose comme ça. Eh bien, il fait nuit noire, non seulement ça, mais il y a une tempête qui souffle derrière lui. Toute la journée, il a combattu un vent de face qui le ralentissait et lui faisait utiliser du carburant. Et il était déjà allé voir son équipage et avait dit « Nous n'allons pas y arriver ». Et alors qu'ils traversent en bourdonnant, alors que leur niveau de carburant s'épuise, soudain ils obtiennent cet énorme vent arrière qui sort de nulle part et les aide à pousser à travers ce dernier bout d'océan. Les Raiders appelleraient plus tard cela la main du ciel. Le B-25 avait la réputation d'être un avion robuste qui ramenait ses équipages à la maison, mais il y a des limites à tout. Une plage sur la côte de l'est de la Chine semblait être un bon endroit pour atterrir pour l'équipage 7. Ils avaient nommé leur avion le canard rompu. Ils étaient nets sur le point de découvrir que ce canard ne pouvait pas flotter. Les moteurs se sont soudainement grippés alors qu'ils étaient presque à la plage et ils ont en fait heurté les vagues à environ un quart de mile de la plage sur l'océan. Et l'impact de l'atterrissage a arrêté l'avion immédiatement, l'a retourné et a causé aux 4 autres membres d'équipage, le pilote, le copilote, le navigateur et le bombardier, d'être projetés par l'avant de l'avion. 4 des 5 membres d'équipage ont été terriblement blessés. Le mitrailleur mécanicien Dave Thatcher s'en est sorti relativement indemne.
Le membre d'équipage le plus jeune et le moins gradé, il était maintenant aux commandes. Ted Lawson, le pilote, avait une entaille profonde importante au bras qui allait jusqu'aux muscles. Il avait la plupart de ses dents cassées, mais sa pire blessure était une coupure à la jambe gauche qui allait jusqu'à l'os. Dean Davenport, le copilote, avait des blessures à la tête et Charles McClure, le navigateur, s'était disloqué les 2 épaules à cause de l'impact. Robert Clever, le bombardier, quand il a été projeté par le nez de l'avion, cela a presque arraché son cuir chevelu. Papa a aidé à donner aux membres de l'équipage un peu de subsistance lorsqu'ils voyageaient plus à l'intérieur des terres, parce qu'il avait une tasse avec lui et il collectait l'eau de pluie et il se déplaçait vers chaque membre de l'équipage pour leur donner des gorgées d'eau. Fondamentalement, il était comme leur infirmière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant ses premiers jours. Et il n'a pas beaucoup dormi. Il était juste extrêmement compatissant, très préoccupé par l'équipage. D'autres équipages sont allés plus loin à l'intérieur des terres. Le plan était de contacter par radio les aérodromes chinois, puis de suivre les balises de navigation. Mais l'équipement clé n'a jamais été livré, et les Chinois n'ont jamais été informés que les Raiders étaient en route. Il n'y avait pas de balises de radio, pas de mécaniciens, pas de pièces de rechange, pas de carburant. La plupart des Raiders n'avaient aucune formation au parachute. Pourtant, sans endroit où atterrir, la seule alternative était de sauter en parachute. Il a ouvert son parachute et a littéralement touché le sol immédiatement. Vous savez, le voilà en Chine. Il pleut, il n'a aucune idée d'où il est, donc il s'enroule juste dans son parachute et s'endort. Il pleut, le temps est vraiment mauvais. Il se réveille le matin, il est dans le brouillard, il ne peut pas voir ce qu'il fait. Il se lève et décide qu'il va inspecter la zone. Il va à 10-15 pieds et il se tient au bord d'une falaise de 300 pieds. Il descendait, il était dans des nuages blancs comme il les décrivait. Il a dit « Je n'étais pas sûr de tomber ». Dans ces nuages blancs, vous n'avez pas le sens de la chute. Finalement, il regarde en bas et il voit un trou noir dans les nuages. Et la prochaine chose qu'il sait, c'est le sommet d'une montagne et il frappe et atterrit assez violemment. Et il roule en bas de la montagne. Son parachute se prend dans quelques petits pains, donc il a été arrêté par ça. Mon père a atterri, son parachute s'est accroché sur le flanc d'une montagne, et il faisait noir, et il pleuvait, donc mon père est juste resté suspendu là toute la nuit. Il était probablement environ minuit, donc il était resté suspendu là pendant environ 8 heures. Et puis quand il s'est réveillé, il pensait qu'il était au paradis avec Saint-Pierre, parce que tout ce qu'il pouvait voir, c'était du brouillard en dessous de lui. Et il était dans les montagnes et ne savait pas où il pouvait être d'autre qu'avec Saint-Pierre. Puis il a reconnu qu'il était accroché à la falaise. Les Raiders étaient arrivés dans un endroit où ils ne parlaient pas la langue, sans nourriture ni équipement. Ils étaient poursuivis par des troupes japonaises, mais n'avaient aucune idée dans quelle direction aller ou comment ils voyageraient. À 1000 miles de la sécurité, les Raiders dépendaient incroyablement de l'aide des habitants. Il est important de se rappeler que la plupart de ces hommes n'avaient jamais quitté le pays. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais quitté leur état. Et donc, vous savez, les voilà qui sautaient en parachute au-dessus d'une Chine rurale. Pour Tongchilu, alors étudiant en ingénierie dans une université renommée, qui rendait visite à sa future épouse et à sa famille dans Shanghai, occupée par les Japonais, il devait être passé clandestinement à travers les lignes japonaises pour pouvoir retourner à l'université dans l'ouest de la Chine. Les passeurs qu'il avait engagés avaient d'autres plans pour cet étudiant anglophone. Ils l'ont amené dans un endroit et l'ont poussé dans une pièce. Et il a vu beaucoup de gens là-dedans, dont 5 types caucasiens, complètement boueux et sales et effrayés, et ne comprenant rien de ce que quiconque disait et non rasés. Et il s'est dit, qui sont ces gens ? Et il s'est avéré que c'étaient 5 pilotes américains qui venaient de bombarder Tokyo le 18 avril 1942 et qui avaient atterri à proximité, posé leur avion à proximité et rencontré des Chinois, mais personne ne pouvait communiquer parce que les Chinois ne parlaient pas anglais et les Américains ne parlaient certainement pas chinois. Bien que certains aient écrit des mots chinois dans leur carnet, rien ne pouvait remplacer un véritable interprète. Immédiatement, il a décidé non seulement de les aider à traduire à ce moment-là, je pense qu'à ce moment-là, ils allaient s'asseoir et prendre un repas ou quelque chose comme ça. Mais il a dit « La Chine et l'Amérique sont alliés dans la guerre. Nous étions tous du même côté.
Donc je devrais rester avec ces Américains et je devrais les aider autant que je peux. D'accord, donc le matin du 20 avril, là à Guangfang, l'équipage était réuni, ils ont mangé quelque chose. Ils se réveillent, ils sont emmenés par ces soldats et ces 4 jeunes hommes qui apparaissent sur plusieurs photos à une gare routière. Et il y a une voiture là-bas et il y a un bus. Ils rencontrent un officiel de la ville de Shangrao, qui est une ville beaucoup plus grande, à environ 30 ou 40 miles de là, et on leur dit qu'ils vont être emmenés à Shangrao, qui est l'emplacement d'un grand quartier général militaire chinois pour le voyage vers l'ouest. Pour les Raiders, le voyage vers l'ouest était lent, délibéré et dangereux. Certains d'entre eux devaient voyager dans des chaises à porteurs, vous savez, ces trucs en bambou. Certains d'entre eux prenaient des trains, des bateaux, ils avaient toutes sortes de moyens de transport différents. Je pense qu'à un moment donné, ils étaient dans une sorte de vieux camion. Des éléments locaux de l'armée chinoise ont rassemblé les Raiders dans une zone rurale à l'extérieur de la ville de Kuzhou. Un abri anti-aérien avait été creusé dans une colline voisine. Les Raiders l'ont bien connu. Chaque jour, les Chinois venaient à leur quartier et disaient « D'accord, il va y avoir un raid aérien japonais dans 45 minutes, alors allez à l'abri anti-aérien. Nous viendrons, il y aura 3 avions. Ils vont larguer 10 bombes, et quand ils auront fini, nous reviendrons. » Il était étonné que les Chinois obtiennent ce genre de renseignements d'autres Chinois, évidemment, à l'aérodrome japonais, où qu'ils soient, Shanghai ou autre, et savaient exactement ce qui allait se passer. Donc ça a continué, et ils étaient là pendant plusieurs jours jusqu'à la fin d'avril. Tout le monde n'a pas échappé au danger. Le caporal Leland Davenport Factor, âgé de 20 ans, a été tué lors de sa tentative de saut en parachute. L'équipage 6 dans un avion qu'ils appelaient The Green Hornet était porté disparu. L'équipage 6 à bord de Bat Out of Hell était également porté disparu. De retour à Washington DC, personne n'avait la moindre idée de ce qui se passait. Les émissions de radio japonaises ont été la première source d'information. L'USS Hornet, se dirigeant vers l'est, a intercepté et enregistré la diffusion initiale entendue. Diffusion en langue anglaise de Tokyo. Des bombardiers ennemis sont apparus au-dessus de Tokyo aujourd'hui peu après midi pour la première fois dans l'actuelle guerre d'Asie orientale. Des dommages lourds et importants ont été infligés aux écoles et aux hôpitaux, et la population montre beaucoup d'indignation. Aux États-Unis, la réaction a été immédiate. C'était précisément l'effet que le président Roosevelt anticipait. Dans la Chine rurale, les raiders ne savaient rien de tout cela. Les Chinois ont été si gentils de donner à mon père l'espace et le confort dont il avait besoin. Ils ont pris soin de lui, lavé ses vêtements, bandé ses blessures, l'ont nourri de choses qu'il n'avait jamais vues auparavant, mais il les a mangés parce que les Chinois ont traité les Raiders avec tant de gentillesse. Parce que les Raiders voulaient rendre aux Chinois, ils leur donnaient des balles ou des boutons de leurs uniformes. Mon père a donné à cette famille un penny américain de 1937 en souvenir. Pourquoi les gens de la Chine rurale sentaient-ils qu'ils avaient là le devoir d'aider ces étranges étrangers ? Les Raiders ont finalement atteint un aérodrome sous contrôle chinois. De là, un avion de transport américain les emmènerait vers l'ouest de la Chine, vers la Chine libre, vers la sécurité, puis vers la maison. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, le Japon était furieux. Non seulement leur patrie avait été bombardée pour la première fois en 2600 ans, mais les Américains avaient réussi à s'échapper vers la Chine, et le Japon était bien sûr en guerre avec la Chine à ce moment-là, et occupait des parties de la Chine. La mort et la destruction étaient au cœur de la campagne de représailles de l'armée impériale japonaise dans l'est de la Chine. Les villes et les villages ont été brûlés, le viol a été utilisé comme une arme. Ils ont finalement tué environ 250 000 hommes, femmes et enfants chinois. Et certains d'entre eux ont été tués de manière incroyablement brutale. Leurs oreilles et leurs nez ont été coupés. Ils ont été brûlés vifs. Ils ont été noyés dans des puits. L'armée japonaise a également transformé divers agents pathogènes, comme la peste et le choléra en armes, pour une utilisation dans la guerre biologique. Alors que les forces japonaises se retiraient de certaines parties de l'est de la Chine, elles ont laissé derrière elles de la nourriture contenant ces microbes mortels, de la nourriture qui tenterait sans aucun doute les civils chinois affamés, de la nourriture qui rendrait malades et tuerait. La guerre n'était pas terminée pour les Raiders qui avaient échappé à la capture et survécu à leur première mission de combat.
À la fin de la guerre, 19 Raiders avaient donné leur vie pour leur pays. 19 des 80 Raiders de la scène emblématique ne sont pas rentrés chez eux. Le Hornet n'a pas survécu à la guerre non plus. Il a été coulé 6 mois après le raid de Doolittle. Mais qu'en est-il de l'équipage disparu de l'avion 6, The Green Hornet, et de l'équipage de l'avion 16, Bat Out of Hell? 2 Raiders, le sergent d'état-major William Dieter et le sergent Donald Fitzmaurice, se sont noyés après un amérissage forcé dans l'océan Pacifique. 8 hommes ont été capturés et sont devenus prisonniers de guerre. Le premier lieutenant William Farrow, le premier lieutenant Dean Hallmark et le caporal Harold Spatz ont été exécutés. Les 5 Raiders restants ont subi des coups, des tortures et la famine. Le premier lieutenant Robert G. Meder est mort de malnutrition et de maladies évitables et traitables. Le premier lieutenant Chase Nielsen, le premier lieutenant Robert Hite et le caporal Jacob de Chazer ont finalement été libérés. Le second lieutenant George Barr, secouru en même temps, a nécessité des mois de soins médicaux ultérieurs. L'Amérique prospère d'après-guerre était littéralement à un monde de distance de la Chine de la Seconde Guerre mondiale. Les enfants des Raiders de Doolittle ne comprenaient pas pleinement ce que leur père avait fait pour façonner l'histoire. Il en était de même pour les enfants des sauveteurs chinois, des Raiders. Papa ne m'a jamais rien dit, il n'a jamais dit un mot sur ce qu'il avait fait, et il ne l'a jamais fait, il n'a jamais raconté d'histoire, ni rien de ce genre. Il fallait en fait s'asseoir pendant qu'il parlait à d'autres personnes si vous vouliez savoir quoi que ce soit. Mon père avait sa malle de l'armée dans le grenier, et quand il n'était pas là, nous prenions tous notre tour pour fouiller dans tous ses souvenirs. Et nous savions qu'il avait fait quelque chose d'important. Et quand j'étais à l'école primaire, de 1957 à 1964, il nous prêtait à l'anniversaire du raid un grand classeur vert qui, je suppose, avait été distribué lors d'une des réunions et qui contenait des photos de tous les avions et tout sur le raid. Il nous laissait la porter à l'école et les religieuses étaient très impressionnées par la personne à qui nous étions apparentés. Il nous donnait de petits morceaux de l'histoire, et je vous ai parlé des parties de cartes sur le Hornet, comment ils ont perdu leur argent et d'autres petites histoires amusantes. On vous pardonnerait de penser que ça devait être juste une escapade, que Tom Griffin et les garçons se promenaient simplement dans le monde d'une petite aventure amusante à l'autre. C'est comme ça qu'ils le jouaient, c'est comme ça qu'ils en parlaient. Je me souviens distinctement que le jour du souvenir de 1956, nous sommes allés au cimetière d'Arlington et nous sommes allés sur les tombes des Raiders qui avaient été tués comme prisonniers. Et je me souviens distinctement du nom du lieutenant Farrow et de voir sa tombe là-bas à Arlington. L'Amérique se souvenait des Raiders de Doolittle grâce à un film hollywoodien, 30 secondes sur Tokyo, basé sur un livre écrit par Ted Lawson, le pilote du Ruptured Duck. De plus, les Raiders eux-mêmes se réunissaient pour des réunions annuelles. Jimmy Doolittle, maintenant un cadre d'entreprise prospère, veillait à ce que ses hommes sachent qu'il appréciait toujours les sacrifices qu'ils avaient faits. Cela incluait Tongchilou. Donc, pendant ce temps, ils étaient à Minneapolis, Minnesota, aux États-Unis, et puis un jour mon père a ouvert le journal, et il y avait un article dans le journal qui disait qu'un groupe d'hommes connus sous le nom de Raiders de Doolittle avait une réunion dans tel ou tel hôtel à Minneapolis. Alors il a dit « Oh, c'est génial, je vais aller les voir, vous savez, je vais les surprendre ». Parfois, les réunions pouvaient devenir un peu bruyantes. Josephine Doolittle, l'épouse de Jimmy Doolittle, avait quelques réflexions à ce sujet. En avril 1962, Jo Doolittle, qui est mariée à Jimmy Doolittle, décide qu'elle en a assez de juste les bons vieux garçons et leurs réunions où ils s'asseyaient tous et échangeaient dans des histoires. Elle veut que toutes les épouses viennent à la célébration, mais pour faire ça, il faut aussi amener les enfants. Ce n'était pas seulement la génération plus âgée de ces pilotes masculins qui se réunissaient. Leurs épouses se réunissaient. Leurs épouses sont devenues amies, les unes avec les autres. Les enfants ont grandi ensemble. Les enfants sont devenus amis, les uns avec les autres. Et c'était une chose très inhabituelle, je dirais. Une chose très inhabituelle pour ces groupes de vétérans de la Seconde Guerre mondiale.
Et le meilleur ami de mon père à l'époque était un type nommé Robert Haight, qui était l'un des prisonniers des Japonais, et donc j'ai pu m'asseoir avec Bobby Haight et l'écouter raconter les 40 mois qu'il a passés sous les Japonais. Et ça vous fait pleurer à chaque fois que vous y pensez, ou même que vous l'entendez, et je l'ai entendu de première main, et c'était comme « Waouh, c'est génial, c'est ce que j'attendais, c'est une partie de l'histoire que je voulais connaître ». Le raid de Doolittle a été rappelé très différemment en Chine. Les morts d'environ 250 000 civils dans l'est de la Chine étaient compréhensiblement difficiles à accepter. 30 000 soldats chinois ont été tués ou blessés. Les États-Unis ont financé, formé, transporté et fourni l'armée du général Chiang Kai-shek bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. 1949 a vu un nouveau dirigeant chinois et une nouvelle Chine. Les histoires sur des Américains héroïques ne correspondaient certainement pas au nouveau récit. Pourtant, les souvenirs des Raiders de Doolittle n'ont jamais complètement disparu dans l'est de la Chine. Pour une famille, ces souvenirs impliquaient un penny américain. La chose intéressante à propos de ce penny, c'est qu'il a reconnecté mon père avec cette famille parce qu'en 2009, mon père a reçu une lettre d'une famille en Chine disant qu'ils essayaient de savoir ce qui était arrivé à ce raider qu'ils avaient aidé. Était-il toujours en vie, se souvenait-il, et ils lui ont envoyé des photos du penny. Ils lui ont envoyé des photos du fils, pas le fils aîné qui détient maintenant ce penny, et ils lui ont envoyé des photos des chaises en bambou dans lesquelles ils l'avaient transporté et des choses comme ça. Lors de ce qui est devenu des réunions élaborées de raiders, il y avait des conversations sur certains des raiders et leurs enfants allant en Chine. En 2005, Tom Griffin y a voyagé avec d'autres vétérans américains et son fils John. Le bus traversait les villes et ils lisaient ce qui se passait, la grande bannière sur le bus, et ils commencèrent à applaudir. Donc oui, nous étions les vedettes de la ville partout où nous allions. Ils se sont vraiment mobilisés en force et ils ne pouvaient pas en avoir assez de ces vieux types. C'était juste formidable, juste formidable. Jeff Thatcher est président d'un groupe à but non lucratif appelé Children of the Doolittle Raiders. En fait, la Chine n'était pas sur mon radar. Mais en juillet 2015, j'ai reçu une lettre de l'ambassadeur de Chine aux États-Unis m'invitant, moi et mon père, à venir en Chine pour le 70e anniversaire de la fin de la célébration de la Seconde Guerre mondiale, qu'il planifiait au début septembre de cette année-là. David Thatcher, en raison de sa mauvaise santé, ne pouvait pas voyager en Chine, mais grâce à Melinda Liu, qui pendant de nombreuses années a été chef du bureau de Pékin de Newsweek Magazine, Jeff Thatcher a pu visiter la plage où son père avait sauvé la vie des autres membres d'équipage du Ruptured Duck. Eh bien, je suis sur la plage et je me tiens là, et soudain j'ai eu une épiphanie, juste une vague d'émotion qui m'a submergé. J'ai soudainement pris conscience de ce à quoi mon père avait dû faire face, l'avion s'écrasant, lui étant un étranger dans un pays étranger, incapable de communiquer avec ces gens, et c'était un moment vraiment touchant pour moi. Il a même rencontré une femme qui utilisait un morceau de l'avion de son père comme canne. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et le Japon, autrefois ennemis acharnés, sont devenus des alliés de confiance. En 2018, les relations entre les États-Unis et la Chine étaient à un niveau particulièrement bas. Le commerce international était un irritant continu, tout comme il l'avait été pendant des années. Mais maintenant, il y avait aussi des questions stratégiques. Les unités militaires américaines et chinoises se traquentaient souvent mutuellement dans les zones contestées de la mer de Chine méridionale. Quel genre d'accueil un groupe d'Américains en visite pourrait-il rencontrer en Chine ? Il s'est avéré qu'ils étaient très bienvenus. Des historiens bénévoles recherchant l'histoire des Raiders de Doolittle dans la province du Zhejiang étaient impatients de les rencontrer. Alors que je rejoignais le groupe CDR, le groupe des enfants à Kuzhou, une délégation de Shangrao est venue que je n'avais pas rencontrée quand j'étais là-bas, et c'était le professeur Luo et son groupe, et j'ai maintenu le contact avec lui, et il a fait des recherches formidables pour trouver qui étaient ces gens sur les différentes photos et les membres de la famille, et nous faisons toujours ça, nous sommes toujours en train d'essayer de trouver plus d'informations. Plusieurs musées et mémoriaux dédiés aux Raiders de Doolittle peuvent être trouvés dans l'est de la Chine, y compris la clinique médicale restaurée où l'équipage du Ruptured Duck a été soigné. J'ai rencontré le fils de l'homme qui avait sauvé mon père, le fils aîné. Tout va au fils aîné en Chine. J'ai rencontré ses frères, ses enfants.
Pourtant, quel impact le raid de Doolittle a-t-il vraiment eu? Les dommages causés étaient minimes. Il y a eu des morts civiles involontaires également. Pourtant, il est indéniable que des pilotes et des avions japonais qui auraient rien pu combattre les forces américaines ou chinoises ont plutôt été retenus pour défendre Tokyo. L'impact le plus important a été sur la bataille de juin 1942 pour une île du Pacifique central appelée Midway. Il est important de regarder cependant la préparation à la bataille de Midway, parce que l'amiral Yamamoto, qui était l'architecte de l'attaque sur Pearl Harbor, sentait vraiment que la frappe sur Hawaï n'avait pas été réussie parce que les porte-avions américains n'étaient pas là ce dimanche matin, et donc il avait proposé une idée pour attirer ses porte-avions de retour au combat afin qu'ils puissent terminer le travail que ses forces n'avaient pas réussi à faire le 7 décembre. Et Midway était son idée. Midway, à l'époque, était un atoll corallien désolé et balayé par le vent à environ 1200 miles d'Hawaï, mais il fonctionnait comme une base importante de sous-marins et d'aviation pour les Américains. C'était essentiellement un morceau inestimable de biens immobiliers du Pacifique, et il savait que s'il attaquait Midway, l'Amérique n'aurait d'autre choix que de ramener ses porte-avions au combat et il pourrait les écraser et faire le travail qu'il avait voulu faire. Les pilotes américains qui ont coulé 4 porte-avions japonais pendant la bataille de Midway ont fondamentalement changé la guerre du Pacifique. Ces pilotes, comme les Raiders de Doolittle, ne se considéraient pas comme des héros. Il en va de même pour le groupe improbable d'hommes et de femmes chinois qui ont secouru beaucoup de Raiders. Et certains des autres Chinois étaient, vous savez, littéralement des pêcheurs, vous savez, des fermiers, en partie des bandits. Vous savez, ils n'étaient absolument pas les gens que vous vous attendriez à pouvoir s'entendre avec n'importe quel type d'étranger. Certains d'entre eux ne savaient même pas quelle nationalité des types blancs avaient, ils pensaient. Sont-ils japonais? Et ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme ça auparavant. Et pourtant, malgré tous ces défis et toutes ces différences culturelles, ils ont trouvé un moyen de communiquer. Ils ont trouvé un moyen de se déplacer ensemble. Ils ont trouvé un moyen de s'échapper et ils ont trouvé un moyen de s'entraider. Les liens forgés par les enfants des Raiders de Doolittle ont eu un impact humanitaire inattendu. En 2020, en février 2020, lorsque la pandémie faisait rage en Chine, les enfants des Raiders de Doolittle ont été contactés par nos amis du gouvernement municipal de Kuzhou. Et ils étaient désespérés pour des équipements de protection individuelle, EPI. CDR a envoyé des masques chirurgicaux, des lunettes et des blouses, ainsi que $6 000 à leurs amis en Chine. Et puis, en avril 2020, j'ai reçu une lettre du gouvernement municipal de Kuzhou. Avant cela, ils m'avaient envoyé une lettre de remerciement sincère, remerciant le CDR pour nos efforts pour leur obtenir leur EPI. Eh bien, ils m'ont écrit une lettre en avril et ont dit « Hey, nous comprenons que la pandémie fait rage aux États-Unis. Nous aimerions rendre l'appareil à votre geste de bonne volonté antérieur et vous fournir au CDR de l'EPI pour tous les besoins que vous avez. » J'ai contacté l'État de l'Arkansas et j'ai dit « Hey, nous allons recevoir un envoi assez important de milliers de masques chirurgicaux du gouvernement municipal de Kuzhou. Nous aimerions savoir s'il y a un besoin pour ceci ici, en Arkansas. » Eh bien, il y en avait, évidemment. L'EPI était en pénurie à l'époque. Jimmy Doolittle a reçu la plus haute décoration militaire américaine, la médaille d'honneur du Congrès. Tous les Raiders ont reçu une croix du vol distinguée. David Thatcher a reçu l'étoile d'argent. Pourtant, le temps ferait ce que le tir anti-aérien ennemi et les avions de chasse ne pouvaient pas. Il a pris la vie de tous les Raiders et a effacé leur histoire de la mémoire publique. Aujourd'hui, la plupart des Américains ne savent pas qui étaient les Raiders de Doolittle, ce qu'ils ont fait ou pourquoi c'était important. Quand je suis parti pour ce voyage en Chine, j'étais assis à l'aéroport O'Hare et j'attendais de monter dans l'avion et je parlais à d'autres personnes qui voyageaient aussi en Chine, leur demandant pourquoi elles y allaient. Et elles y allaient juste pour faire du tourisme et se promener ou traverser la Chine pour aller ailleurs, et je leur ai demandé s'ils connaissaient le raid de Doolittle sur Tokyo. Et personne ne sait rien sur le raid de Doolittle sur Tokyo, et ils avaient mon âge, vous savez. Donc, quand je leur ai expliqué le raid, j'ai pensé, eh bien, je transmets l'histoire ici. Restaurer cette mémoire est la mission des enfants et petits-enfants des Raiders. Le professeur Luo Jiping et ses bénévoles travaillant également à préserver ses souvenirs. Le raid de Doolittle a façonné non seulement l'histoire, mais aussi les Raiders.
leurs sauveteurs et leurs familles. Avant cela, il était un joyeux second lieutenant, vous savez, il s'amusait juste et était dans l'armée et il pouvait piloter un avion tout le temps et ne faisait pas vraiment grand-chose. Et puis, littéralement dès le départ, dans les toutes premières 2 semaines de la guerre, il devient un être humain. Il devient un être humain courageux et brave. Ça l'a façonné, ça a fait de lui ce qu'il était, parce qu'à partir de ce moment-là, il n'était plus un enfant. Je deviens émotif parce que je ne pense pas avoir réalisé combien de drames il y avait quand j'étais vraiment petit, quand j'étais enfant. Si je l'avais réalisé même 10 il y a des années, ou plus tôt, j'aurais pu parler beaucoup plus avec mon père à ce sujet. Vous savez, c'est une sorte de sentiment doux amer d'avoir toute cette histoire qui est arrivée à quelqu'un de si proche de moi, mais je n'en ai pas vraiment profité pleinement à l'époque. La Chine qui existe aujourd'hui est totalement différente de la Chine que les Raiders de Doolittle ont connue. Pourtant, cette nouvelle Chine peut retracer ses racines aux événements qui se sont produits il y a des décennies dans les petites villes et les minuscules villages de la Chine rurale. Alors je voulais y aller pour dire un merci de la part de ma famille à ces gens. Et quand j'ai quitté la Chine en 2018, j'ai annoncé que j'étais venu avec 4 nationalités. Polonaise, tchécoslovaque, française et irlandaise. Mais je rentrais chez moi avec 5 parce que j'ai ajouté la Chine à l'une de mes nationalités. Il est probablement prudent de supposer que les États-Unis et la République populaire de Chine continueront à être en désaccord sur pratiquement tout. Mais une chose sur laquelle le peuple américain et le peuple chinois sont d'accord, c'est l'héroïsme des Raiders de Doolittle et le courage de leurs sauveteurs chinois. Peu importe à quel point les origines, les cultures, les identités ethniques, les nationalités, vous savez, les gouvernements sont différents. Il y a toujours des moyens pour les êtres humains de se rapporter les uns aux autres et de s'entraider pour survivre. Je pense que c'est l'héritage.